Eh, mon Dieu, vous me prenez au dépourvu. On s'en pense, c'est quoi de l'élection de M. Fergus? Ben, écoutez, je suis vraiment très heureux de l'élection de mon ami Greg Fergus à la présidence. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un moment historique parce qu'en effet, pour la première fois ici au Canada, à la Chambre des communes, nous avons un Noir qui est président de la Chambre des communes. Donc, imaginez sur nos enfants, nos petits-enfants, tous les jeunes, l'impact que ça peut avoir pour dire que c'est possible ici au Canada. Et en ce sens-là, je suis très fier et je souhaite mes meilleurs vœux à Greg Fergus parce que je sais qu'il a des chaussures énormes à chausser, là. S'il vous plaît. Well, first of all, I'd like to congratulate my friend Greg Fergus because it's a historical moment for us, especially for Black. And you can also imagine for kids like mine, because I'm a granddad, how important it is to come here and to see his picture and to lead the chamber. So I wish him good luck till the end of that session. Sur un autre sujet, M. Dubourg, comme vous avez vu hier, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé la mission menée par le Kenya. Pour vous, quel rôle le Canada pourrait jouer dans cette intervention-là? Bien, le Canada va toujours continuer à jouer un rôle important auprès du peuple haïtien, je dis bien le peuple haïtien. Donc, étant donné la situation actuelle, le Canada a toujours dit qu'il va appuyer, que ce soit financièrement, logistiquement, cette mission-là, de façon à ramener la paix en Haïti, parce que ça fait bientôt 1 an que les gens souffrent en Haïti, le peuple souffre, et voilà qu'on voit maintenant une lueur d'espoir. Et je souhaite aussi de bonnes chances là, à toute la coalition, à toutes ces personnes-là qui vont aller aider Haïti. Avez-vous l'impression qu'il y a un consensus qui a été atteint au sein de la population haïtienne? Il y a quand même des divisions par rapport à une intervention. Oui, c'est vrai. Au début, les Haïtiens ne souhaitaient pas avoir de bottes, comme on dit, de l'armée sur le terrain. Mais avec le temps, on voit tout ce que ces gangs criminels-là font comme crime. Donc, c'est important que maintenant, ils acceptent d'une certaine façon que ces gens-là viennent apporter main forte, parce que la police nationale d'Haïti ne peut pas, à elle seule, résoudre ce problème-là. Quelle forme pourrait prendre l'aide du Canada? Parce qu'on sait, on a entendu le chef d'état-major dire au niveau militaire, on n'a pas les ressources au Canada. Oui, j'ai entendu ce commentaire-là aussi, mais le premier ministre dernièrement a annoncé 100 millions de dollars d'aide pour Haïti et on continue à aider Haïti aussi. Et même du côté humanitaire aussi, le Canada est prêt à apporter de l'aide parce que il y a les enfants qui doivent aller à l'école. C'est important d'arriver en pleine forme à l'école. Il y a beaucoup de femmes enceintes. Donc, que ce soit au niveau de la santé, de l'aide humanitaire, le Canada sera toujours présent pour apporter de l'aide à Haïti. Vous n'envisagez aucun rôle militaire pour le Canada en Haïti en ce moment? Rôle militaire sur le terrain, je dirais non, mais par contre, l'assistance technique à partir d'ici ou à partir des pays avoisinants, je pense que oui, le Canada peut jouer un rôle. Et d'ailleurs, nous avons notre ministre Bill Blair aussi qui est très au fait de la situation en Haïti. Je peux dire ça en anglais aussi? Well, okay, let's try. Well, first of all, I'm glad to see the UN result for Haiti, because people in Haiti are having a lot of problem, you know, to be able to go to school, to get food. So it seems that at the beginning of January, we will have army in Haiti on the floor. So I think it will help. And I also said that Canada still be there to help those troops, even though humanitarian help, even though in munitions, things like that, we will be there to help the people in Haiti. You don't see Canadian forces on the ground specifically? No, the Prime Minister was really clear about that. He said, we're going to help as much as we can, but no troops, Canadian troops right now in Haiti. What does that look like logistics then? What sort of support would Canada be providing with this mission? Well, I think that countries like Kenya, they don't have
a lot of intelligence in Haiti. I know that the American does, but Canada, we have also some intelligence information. And as you can see, we have more than 20 people sanctioned in Haiti. So it means that we have intelligence, so we can help them with those intelligence to be able to get there and to pull out those criminal gangs in Haiti. What kind of challenges do you think Speaker Fergus is going to be up against? Well, I think that Greg Fergus is a cool guy. So even though one member tried to disturb him, I'm pretty sure that he will be okay. And he's a calm guy, and now he knows really well that we have to be really non-partisan. So I have a lot of confidence in Greg Fergus. A lot of people talk about bringing respect back to the chambers. Do you think that's something that he can do? Oh, yes. It's extremely important. It's extremely important for all of those members to be respectful and to wait their time to speak. And for me, it's been 16 years in politics. I never had any problem with colleagues, with opposition, and that's it. And I think it will be the same for Greg. Merci, ça a été un plaisir. Merci à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois qu'il est de mise d'entrée de jeu d'adresser à nouveau, au nom du Bloc québécois, nos plus sincères félicitations pour le nouveau président de la Chambre, M. Greg Fergus, et l'assurer à nouveau de notre entière collaboration pour faire en sorte que les travaux puissent se dérouler d'une façon courtoise, civilisée et efficace. Par rapport à lui, justement, à ce niveau-là, est-ce que vous espérez que le climat à la Chambre des communes change ou qu'est-ce que vous avez comme attente spécifiquement que vous n'avez peut-être pas vu du dernier président? Bon, je pense qu'il serait inutile à ce stade-ci de porter un jugement sur l'ancien président qui a fait, je pense, un excellent travail dans les fonctions qui étaient les siennes. On connaît les circonstances qui ont mené à sa démission. Cela dit, vous savez que le Bloc québécois est une formation politique disciplinée, rigoureuse, et nous entendons continuer à travailler de la sorte à la Chambre des communes, donc dans un esprit de collaboration et pour faire en sorte que les travaux soient efficaces. Au sujet de l'Inde, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce qui est rapporté actuellement par le Financial Times au sujet des diplomates canadiens que l'Inde voudrait expulser, et quelle doit être la réponse du gouvernement selon vous? Si l'information devait s'avérer véridique, il s'agirait d'un geste très grave qui requiert une réponse de la part du gouvernement canadien. Et je pense que la première des choses, c'est de convoquer le haut-commissaire de telle sorte d'obtenir des informations, d'obtenir des explications quant à cette décision qui semble tout à fait arbitraire, qui aurait été prise par le gouvernement de l'Inde. Ça prend une réponse qui soit, je pense, solide, forte, mais qui nous évite de nous engager dans une surenchère et dans l'escalade avec l'Inde. Nos relations avec l'Inde sont déjà assez difficiles depuis un certain nombre d'années. Il faut chercher à rétablir les ponts et non pas à s'engager dans une escalade avec l'Inde. Regardez, là, aujourd'hui, par exemple, Mélanie Joly ne confirme pas, ne nie pas non plus. M. Trudeau est très prudent. Comment vous expliquez la réaction du gouvernement actuellement, du premier ministre et de sa ministre, là? Je pense qu'on attend peut-être des confirmations, peut-être des explications, et j'ose espérer que la ministre convoquera le haut-commissaire pour obtenir ces explications et ces confirmations. En Haïti, que devons-nous faire comme le Canada avec cette mission militaire d'intervention? What should we do in Haiti with the military You want an answer in intervention? English or en français? Je pense que le Canada a une responsabilité à l'égard d'Haïti, non seulement parce que ce pays fait partie de notre hémisphère, mais également parce que nous avons une communauté haïtienne importante, non seulement au Canada, mais plus précisément au Québec. Nous avons donc une responsabilité à l'égard de ce pays.
Il faut donc apporter notre concours à cette mission qui a été décidée par les Nations unies. Et justement, de par le fait qu'elle a obtenu la sanction des Nations unies, je pense que ça dédouane peut-être un certain nombre de critiques à l'égard de l'idée même d'organiser une mission. Maintenant, il faudra s'assurer de pouvoir y apporter la contribution qui soit la plus pertinente et utile possible. Mais d'abord et avant tout, et je tiens à le réitérer, il faut que les Haïtiens soient dans le coup. On ne peut pas importer des solutions de l'extérieur en pensant qu'on va réussir à régler les problèmes. Nous devons mettre la population haïtienne dans le coup et faire en sorte que les solutions qui soient apportées pour stabiliser la situation dans le pays soient des solutions qui émanent des Haïtiens eux-mêmes. Madame Joly disait, par exemple, sur ce sujet-là ce matin, on prend note de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, on continue à avoir des discussions diplomatiques, mais elle n'a pas vraiment dévoilé quelconque détail sur l'implication que pourrait avoir le Canada. Est-ce que vous pensez qu'il commence à être temps que le Canada, disons, donne des indices, des indications de ce qu'il pourrait faire, quelle forme pourrait prendre sa... Nous avons toujours été clairs quant au fait que le Canada devait prendre part à une mission pour soutenir le peuple haïtien. Maintenant, il est tout à fait normal, j'imagine, que le gouvernement canadien examine les meilleures avenues pour apporter, comme je le disais, la contribution qui soit la plus pertinente et utile. J'ose espérer que c'est ce que fait actuellement, c'est ce qu'on fait actuellement dans les officines gouvernementales, non pas de s'interroger sur est-ce qu'on doit ou non prendre part à cette mission, mais plutôt s'interroger sur de quelle façon on doit prendre part à cette mission. On a appris que le Canada a livré plus d'une dizaine de permis spéciaux qui ont permis à des compagnies de contourner les sanctions économiques imposées à la Russie. Comment vous réagissez à ça et est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir plus de transparence par rapport à ces permis? Je pense qu'on doit avoir à l'égard des sanctions plus de transparence, point. Parce que depuis le début, on n'est pas trop sûr d'être en mesure de suivre ce qui est imposé comme mesure. On n'est pas trop sûr d'être en mesure de savoir exactement qu'est-ce qui a été gelé, quelle est la valeur des biens, quelle est la nature des biens qui ont été gelés, pour qui, pourquoi, on ne le sait pas. On n'arrive pas à obtenir de l'information depuis le début. Avec l'épisode de l'exemption qui avait été accordée pour les turbines, on a vu que le gouvernement canadien pouvait se montrer permissif. Nous pensions qu'il s'agissait d'une exception. Nous réalisons que le gouvernement en douce aurait procédé à l'émission de nouvelles exemptions. Le gouvernement doit faire preuve de transparence et nous expliquer pourquoi, dans ces cas-là, comme nous lui avons demandé dans le cas des turbines, pourquoi il a jugé bon de décréter des exemptions. On l'a vu dans le cas, par exemple, des fertilisants qui ont affecté les producteurs canadiens, si bien que les prix des produits canadiens se sont retrouvés à être plus élevés sur les marchés internationaux que les produits russes. Ça, on peut parler d'une sanction qui s'est avérée contre-productive à terme. Mais est-ce le cas pour tous ces produits pour lesquels on a autorisé des exemptions? Je crois que le gouvernement doit faire preuve de transparence et nous expliquer. Parce que dans certains cas, c'est pour le moins inquiétant. On parle notamment de produits sensibles, identifiés comme étant sensibles pour l'Ukraine. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'on ait autorisé cela? Je ne pars pas du principe, je vous ai donné l'exemple des fertilisants, l'exemple des turbines en est un bon également. Je ne pars pas du principe qu'on ne doit jamais émettre des exemptions, mais ça doit être l'exception plutôt que la règle. Et je crois que c'est en train peut-être de s'établir comme règle et c'est pour le moins inquiétant. Parce que lorsqu'on décide de décréter des sanctions, on ne le fait pas en se disant, bien, les sanctions, là, ça va être parfait tant qu'on n'en souffre pas. Puis le jour où on en souffre, bien, on contourne. Alors, il faut voir jusqu'à quel point l'impact des sanctions s'avère contre-productif et dans ce cas-là, on peut peut-être l'envisager. Mais si l'impact n'est pas contre-productif, je ne vois pas pourquoi on autoriserait des exemptions. Alors, je pense que le gouvernement doit faire preuve de transparence et nous expliquer ce qui a pu justifier le fait
qu'on ait décidé de décréter un certain nombre d'exemptions, et surtout, pourquoi on le fait en catimini? Le gouvernement semble avoir quelque chose à cacher. S'il n'a rien à cacher, qu'il s'explique. Avec l'Azerbaïdjan, on n'a toujours pas de sanctions sur eux. On avait entendu le ministre Joly disait que c'est mieux de travailler avec les autres pays, mais en Haïti, on a été les seuls à faire des sanctions. Donc, je demande comment réagissez-vous à ce commentaire-là? J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière. Je pense que le Canada a été passif pendant beaucoup trop longtemps. Et nous devons assumer une partie de la responsabilité de la catastrophe qui s'est produite dans le Haut-Karabakh. Pourquoi? D'une part, parce que le Canada a fourni à la Turquie des équipements de téléguidage, des caméras de téléguidage qui équipent les drones Bayraktar, que la Turquie a refilé en douce à l'Azerbaïdjan et qui a permis à l'Azerbaïdjan d'obtenir une victoire contre l'armée arménienne en 2020. Première responsabilité. Je me serais attendu, sur la base de cette responsabilité morale que nous avons dans la défaite de l'Arménie, qu'on se montre beaucoup plus attentif. Or, on a été muet après chacune, ou presque, après chacune des agressions de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh et même contre les territoires souverains de l'Arménie. Il y a eu des incursions azéries dans le territoire souverain de l'Arménie. Et c'est à peine si on a souligné la chose. Et notre silence aura permis la catastrophe qui vient de se produire dans le Haut-Karabakh, qui est une situation à peu près sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, où un territoire a été vidé de sa population civile, une population qui était là depuis des millénaires, a été vidée de sa population civile. Alors, je pense que nous devons reconnaître que nous n'avons pas été à la hauteur et je pense qu'il est temps d'être à la hauteur. Est-ce qu'on doit agir seul? C'est bien sûr qu'une action concertée en termes de sanctions est beaucoup plus efficace. Que fait le Canada auprès des autres pays occidentaux? Où était le Canada quand la France a convoqué le Conseil de sécurité sur cette question? Quelle est la position du Canada? On a entendu le représentant permanent du Canada auprès des Nations unies dire du bout des lèvres qu'il s'agissait probablement d'une opération de nettoyage ethnique. Il était temps qu'on s'en rende compte. La population du Haut-Karabakh était affamée depuis des mois, privée du nécessaire matériel médical dont elle avait besoin pendant des mois. Et là, du bout des lèvres, on reconnaît que c'est peut-être une opération de nettoyage ethnique. Alors, que fait le Canada pour ramener à la raison l'Azerbaïdjan? Alors, je pense que nous avons des explications à obtenir de la part du gouvernement canadien sur cette question. Merci beaucoup. Merci.